Nous allons voir maintenant quelques outils qui permettent d'améliorer deux facteurs qui ont le plus d'impact sur le climat scolaire et la lutte contre le harcèlement. C'est-à-dire d'une part les relations interpersonnelles au sein de l'école et d'autre part le sentiment de justice scolaire. Alors, commençons par les relations interpersonnelles au sein de l'école. La première des choses qu'on doit mettre en place, c'est d'améliorer les compétences psychosociales des élèves et aussi de l'équipe pédagogique. Que sont les compétences psychosociales? Les compétences psychosociales, c'est toutes ces compétences qui nous aident à être bien avec nous-mêmes et bien avec les autres. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les structure en 6 grandes familles de compétences. La première famille, et la plus importante, c'est la famille de la connaissance de soi. Qu'est-ce qui me convient? Qui je suis? Qu'est-ce qui me rend triste, heureuse? Qu'est-ce qui ne me correspond pas? C'est important de savoir toutes ces choses pour être bien avec soi et être bien avec les autres. La deuxième grande famille des compétences psychosociales, c'est la famille de l'estime de soi et de la confiance en soi. Développer l'estime de soi, développer la confiance en soi des jeunes, ça c'est quelque chose de fondamental. La troisième grande famille, c'est la famille de l'écoute, de l'attention et de la concentration. Aider les élèves à pouvoir écouter les autres, à pouvoir être attentifs à une situation, à ce qui se vit autour d'eux, et de pouvoir se concentrer sur une situation, de pouvoir se concentrer sur un cours, de pouvoir se concentrer sur ce qui leur est dit. Tout ça, c'est absolument nécessaire. La quatrième famille de compétences psychosociales, c'est la famille de l'assertivité et de la communication non violente. Il est absolument fondamental, quand on veut lutter contre le harcèlement, d'apprendre aux jeunes à communiquer sans violence, d'apprendre aux jeunes à dire ce qu'ils ont à dire, mais sans blesser les autres. Et c'est ça, cette compétence d'assertivité et de communication non violente. Une autre compétence psychosociale absolument fondamentale, c'est la pensée critique et créative. Aider les élèves à ne pas croire tout ce qu'on leur dit, aider les élèves à réfléchir aux choses qui leur sont proposées, aider les élèves à donner leur avis sur les choses, aider les élèves à concevoir une pensée unique, créative, nouvelle pour résoudre des situations dans lesquelles on est empêtré. Tout ça, c'est absolument nécessaire. Les cours de philosophie et de citoyenneté sont absolument nécessaires à ce titre-là. Et la dernière compétence psychosociale hyper importante pour lutter contre le harcèlement, c'est l'empathie et la solidarité. Alors, à chaque fois qu'on se penche sur ces compétences psychosociales, on peut se dire qu'on a un souci. Le souci, c'est que aucune heure de cours dans la scolarité d'un jeune n'est dédiée spécifiquement à l'acquisition de ces compétences. Bien sûr que les enseignants, les éducateurs, le personnel scolaire met en place au fil des cours, au fil des activités qu'ils mènent avec les jeunes, des animations, des outils, des apprentissages qui vont renforcer indirectement ces compétences. Mais aucun moment n'est prévu en tant que tel pour les développer. Et on imagine que les élèves vont en fait acquérir ces compétences en voyant vivre les adultes autour d'eux. Mais si on est un petit peu honnête et qu'on fait un sondage autour des jeunes, on se rend compte que la plupart d'entre nous, on ne maîtrise pas bien ces compétences. Qui d'entre nous peut vraiment dire qu'il se connaît très bien? Qui d'entre nous peut affirmer sans mentir qu'il a une excellente estime de lui-même et une bonne confiance en lui? Qui d'entre nous peut dire qu'il maîtrise la communication non violente et qu'il sait dire les choses sans faire de mal aux autres? Qui d'entre nous peut dire qu'il est suffisamment empathique et solidaire autour de lui? Donc, on imagine que les jeunes vont développer des compétences psychosociales en nous regardant faire. En réalité, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faut faire, ce que nous on propose de faire, et dans les programmes qu'on met en place dans les écoles, c'est ce qu'on aide les équipes pédagogiques à faire, c'est à développer ces compétences en tant que telles. Nous allons vous proposer plusieurs outils pour développer les compétences psychosociales de vos élèves. Il y a d'abord le programme de développement affectif et social basé sur les cercles de parole en classe, dont ma collègue Patricia va vous parler. Il y a aussi la communication non violente, comment communiquer sans violence au sein de l'établissement. Et puis, il y a tout ce qui a trait à la coopération, dont Philippe Mérieux, grand pédagogue, va nous parler. Le PRODAS est un outil qu'on utilise dans les écoles et pour lesquels on forme les enseignants pour développer les compétences psychosociales chez les élèves et en fait dans l'ensemble de l'établissement. C'est quelque chose qui a été développé et étudié pendant de longues années pour pouvoir l'affiner au fur et à mesure et qui du coup correspond à quelque chose de très efficace, très structuré. Ça peut sembler pas grand-chose comme ça, de se mettre ensemble, en cercle, de déposer la parole et puis de pouvoir la restituer. Mais en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, extrêmement efficace, terrible de simplicité, mais qui a un impact extraordinaire. Les cercles de dépôt de parole PRODAS se passent en 3 temps.
on a toujours une ouverture de cercle et une fermeture de cercle, puisque c'est vraiment un espace privilégié qui est accordé aux personnes, à toutes les personnes qui y participent, qu'on dépose ou qu'on restitue ou qu'on ne parle pas du tout durant le cercle. Et puis, à l'intérieur, il y a 2 phases. Donc, comme je l'évoquais, une phase où on propose un témoignage, où on offre un témoignage au groupe sur un thème qui est donné. Et ensuite, dans un deuxième temps, les unes les autres, on rend le témoignage à une personne qui s'est proposée de le déposer. Dans un troisième temps, après la fermeture du cercle, on peut débriefer de ce qui s'est passé. Ça ouvre là un espace de parole, mais de discussion, ce qui n'est pas le cas dans le cercle. Les 7 règles du cercle, qui permettent que tout fonctionne bien et qui ont chacune un rôle et une fonction spécifique, sont les suivantes. Je parle en jeu, puisqu'on parle de son expérience, de son émotion, de ce qu'on a ressenti soi, et il n'y a personne d'autre que soi qui peut savoir ce qu'il en est. Il y a une autre qui est liée, c'est que du coup on ne nomme personne. Ça permet que ça reste vraiment un dépôt de parole, pas du tout un débat. On n'est pas dans cette dynamique-là, on ne règle pas des conflits, on n'est pas là pour ça. C'est vraiment de la prévention. Il y a des éléments de respect, d'écoute lors du dépôt des témoignages. D'une part que j'écoute sans juger, ni verbalement, ni non-verbalement, ni avant, ni pendant le cercle, ni après. Et puis qu'on puisse s'exprimer aussi longtemps que l'on veut. En général, ça reste assez court, mais on n'interrompt pas la personne qui parle. On ne parle qu'une seule fois. Ça, c'est important pour plusieurs raisons. Ça évite les surenchères de témoignages. Ça permet aussi de réfléchir au préalable, d'y penser, de sélectionner le témoignage qu'on va apporter, parce qu'on sait qu'on n'a qu'une seule chance. Une autre règle du cercle de parole, c'est qu'on est libre de parler ou de se taire. C'est vraiment très important, parce que c'est quand on a le choix de pouvoir déposer que ce qu'on va déposer est réellement quelque chose qui vient de nous-mêmes. Une autre règle qui est très très importante, évidemment, c'est la confidentialité. Donc ce qui se dit ici reste ici, c'est-à-dire que chacun dans le cercle est responsable de la confidentialité de ce qui s'y passe. On vit la même chose, on ressent la même chose, on est heureux des mêmes choses, on est triste des mêmes choses, on a des liens et c'est justement cet élément-là qui accompagne l'évolution de l'empathie qu'il peut y avoir dans les cercles de parole. Un phénomène de harcèlement vient souligner un problème dans la dynamique de groupe, dans la gestion émotionnelle en fait de la dynamique de groupe. C'est un groupe qui n'arrive pas à bien gérer les émotions, qui ne circulent plus de manière correcte au sein du groupe et qui vient se cristalliser plutôt sur un sentiment de peur généralisé. Et donc, pour intervenir et pour prévenir des phénomènes de harcèlement, il s'agit d'accompagner les jeunes dans leur capacité à dire leurs émotions, à les partager. Et ça, l'outil le plus performant qui existe, ce sont des groupes de parole dédiés justement à l'émotionnel pour permettre à ces jeunes, et particulièrement à la majorité silencieuse, de s'exprimer. Parce qu'à partir du moment où vous donnez la parole à l'ensemble du groupe, en veillant à ce que ce soit équitable, à ce qu'il y ait une bonne distribution finalement de la parole, de faire en sorte que l'émotion ne soit pas critiquée. Toute émotion est prise telle qu'elle, où on évite effectivement de pointer, de nommer, de stigmatiser, mais on parle en jeu, on parle de son émotion, et où surtout l'adulte veille à ne pas proposer de solution. Et ça, c'est souvent le plus difficile, à ne pas intervenir. Ça permet au groupe des adolescents de pouvoir se réapproprier ce qui est en train de se passer au niveau émotionnel et de développer justement ces compétences d'empathie, de solidarité, d'entraide, de soutien qui leur est en fait naturel. Et donc, on peut se dire que le groupe des adolescents est le problème, pas du tout. Le groupe des adolescents est l'outil thérapeutique qu'on va pouvoir utiliser. Le problème, c'est qu'il a besoin d'être encadré et il a besoin que cet espace qui dévolue effectivement au partage émotionnel soit régulier également.
qu'il soit garanti par le cadre. Et là, c'est de la responsabilité des adultes que de le mettre en place, que de l'accompagner, que de mettre les règles, que de distribuer la parole et de veiller à ne pas apporter la solution pour que ce soit les jeunes eux-mêmes qui se sentent responsables de ce qui se passe et qu'ils puissent effectivement développer des solutions sur base d'une empathie qui est bien présente déjà à leur âge, bien entendu. Avant la mise en place de ce projet, j'avais des enfants qui arrivaient le matin très peinés, très en colère, et c'était souvent lié à leurs soucis personnels ou alors c'était un conflit entre camarades. Et par conséquent, parfois, à 8h25, ils avaient du mal à reprendre leur place d'élève. J'étais pas du tout outillée pour gérer ça. À partir du mois de septembre, on a installé des cercles de parole. Les enfants parviennent aujourd'hui à verbaliser leurs émotions négatives et positives aussi, et ça leur fait un bien fou. C'est un bon exercice pour l'oral, même si ce n'est pas son but premier. Et que ça nous apprend à parler devant la classe, que ça nous fait dire ce qu'on a envie de dire, partager des moments avec les autres élèves. Je me sens bien parce que je peux m'exprimer plus facilement devant les autres. Il y a une relation basée sur la confiance qui s'est installée. Les enfants vont plus facilement vers d'autres camarades pour se confier. Avant, c'était un peu, il y avait comme des groupes dans la classe. Maintenant, on se mélange, on est vraiment une classe unie. Les retours que j'ai de l'équipe éducative sont assez positifs. Pour la plupart, ils m'ont communiqué que c'est vraiment un moment que les enfants attendent avec grande impatience. Et justement, donc, on ressent vraiment que c'est devenu primordial pour eux d'avoir cet espace de parole en classe. Et donc, voilà, les enseignants le font vraiment de manière régulière et ils prennent également beaucoup de plaisir à le faire parce qu'ils m'ont communiqué qu'ils apprennent aussi à découvrir les élèves sous un autre aspect finalement. Le renforcement positif est un élément qu'on peut mettre en place pour aussi augmenter et améliorer le vivre ensemble, puisque ça permet de renforcer et la confiance en soi et l'estime de soi, de renforcer les comportements prosociaux, d'amener à avoir plus de comportements positifs, parce que c'est ceux-là qui sont mis en valeur, en fait, c'est ceux-là qui sont mis en avant. Et donc, au lieu de mettre l'accent sur ce qui est négatif, on encourage le positif. Il y a un effet intéressant dans cette dynamique-là, c'est l'effet Pygmalion. On se rend compte que les attentes qu'on a envers quelqu'un influencent effectivement le comportement que cette personne peut avoir et ça enclenche un cercle soit vicieux, soit vertueux selon le cas. Si on a des attentes positives pour une personne, elle va adapter ses comportements à ces attentes-là et nous-mêmes, on va avoir une réaction positive par rapport à ça, ce qui va encore renforcer l'élément positif et donc là, on a une dynamique qui s'est mise en place.